Je dois lever les pieds très haut pour marcher dans les ronces, sinon ça me déchire les jambes. On est en août et on peut commencer à voir les signes de l'automne qui va arriver. Mais c'est encore des petits signes. Mais on voit déjà qu'on est passé à l'étape de faire des fruits pour la plupart des plantes. Des fruits et des graines. Ça fait 3, 4, peut-être même 5 jours que je reviens ici. Pour vraiment m'habituer, entendre les choses. Il y a des petits nids d'oiseaux dans les buissons. Et on entend les petits qui pleurent de temps en temps quand les parents y reviennent. Qui piaillent pour avoir de la nourriture. Je vois mal, mais je crois que ce sont des pies grièches écorcheuses. Il y a des mésanges et il y a un pic noir aussi. Et des jets des chênes. Mais les jets des chênes et les pics noirs sont très peureux. Je crois que ma vision la plus intime, alors j'ai du mal à dire la plus intime parce que peut-être qu'elle va rechanger, peut-être que je vais regretter ce que je dis. Mais je crois que ma vision la plus intime sur cette question de l'être, du rapport entre les êtres et de la connexion entre toutes les choses et de cette étrangeté que l'isolement des êtres dans ce monde où tout semble interconnecté. Je pense que ma réponse la plus intime, c'est que chaque être est isolé et qu'il croit agir, il croit faire des actions, mais qu'il est en fait tenu par des petits fils qui se relient aux autres êtres. Et quand les autres êtres dansent, ça fait danser notre être à nous. Et quand nous dansons, nous faisons danser les choses. Et c'est vraiment un mécanisme de réponse. Et donc tout danse, tous les êtres dansent sur la musique de la vie, la musique de la nécessité. Et je pense que ce que je dis peut s'appliquer aussi aux minéraux, au gaz, à toutes ces choses qui ne semblent pas du tout conscientes d'elles-mêmes. Les plantes qui ont des petits crochets pour s'accrocher aux animaux poilus, elles répondent aux animaux poilus, elles dansent avec les animaux poilus. Toute la vie est une réponse à la vie, toute l'existence est une réponse aux autres êtres, et tous les êtres se répondent comme une danse, comme entraînés par un mouvement. Et la grosse différence de point de vue philosophique, c'est que certains considèrent qu'il y a un marionnettiste en dessus qui contrôle tous les êtres. Mais moi je pense plutôt que tous les êtres sont reliés à ce qu'il y a autour d'eux. Dès que l'on rentre en contact, l'on crée une nouvelle ficelle. Et donc ce n'est pas comme un monde avec un marionnettiste en dessus. C'est une sorte de toile d'araignée, de tissu tendu entre toutes les choses. Entre toutes les choses qui se croisent, toutes les choses qui interagissent. Toutes les choses qui ont existé pour moi ont influé sur moi. Et j'ai influencé toutes les choses pour lesquelles j'ai existé. Toutes les plantes, là, répondent à ma voix. Je réponds à leurs couleurs, je réponds aux choses. Mais leurs couleurs, ce n'est pas leurs couleurs, elles ne font que répondre au soleil, qui répond à d'autres choses. Et toutes les choses se répondent en chœur, dans une danse, une musique, une mélodie unique et irremplaçable. Voilà, je crois, ma position la plus intime sur les êtres et leur isolement.
Et voilà pourquoi je parle souvent de la musique, de la mélodie unique et irremplaçable. Quelque chose que Marc Aurèle dit me tourne dans la tête, c'est que chaque homme doit trouver sa place et doit accomplir la tâche qui est due à sa place. Alors il est très... il pense vraiment que le monde est un cosmos, c'est-à-dire que tout est organisé, tout a un sens, tout a un but et rien ne peut se produire. Rien ne peut se produire qui soit une mauvaise chose en fait. Il n'y a pas de mauvaise chose. Et que donc tous les événements, tout ce qui peut se produire est normal et vient de l'ordre des choses. Et il dit tout de même qu'il faut trouver sa place dedans. C'est-à-dire que c'est aussi dans l'ordre des choses de chercher sa place. Je me demande ce qu'il penserait de tous les problèmes écologiques, toutes les choses qu'on connaît sur l'écologie à l'heure actuelle. Il y a de fortes chances qu'il considère qu'on doive accomplir une tâche, comme par exemple semer des plantes, mais peut-être aussi couper la forêt. C'est étrange parce que l'homme a une forte capacité de couper les forêts et donc de faire exister les prairies. Donc je m'amusais à penser à ça, quelle est la tâche de l'homme dans la nature, quel est le rôle de l'homme à jouer. Et j'essayais de réfléchir à ce que Marc Aurèle aurait pu dire. Et moi, à chaque fois que je vois une fleur en graine, je la prends, puis je ressème les graines un peu plus loin. Je me dis que c'est peut-être une tâche qui incombe à l'être humain, par le fait qu'on est des grands mammifères. Mais c'est surtout pas pour faire une sentence en prenant Marc Aurèle en otage, en disant « Attention, il faut pas polluer », parce que justement, ça c'est intéressant, avec la pensée de Marc Aurèle, c'est pas mal de polluer, c'est dans l'ordre des choses. C'est dans l'ordre des choses, c'est logique, il y a, tout est logique en fait, rien ne sort de ce cercle, c'est pas logique le terme, c'est tout fait partie du cosmos. Mais on ne peut pas juger négativement les choses avec la pensée de Marc Aurèle, parce que polluer c'est pas négatif, c'est dans l'ordre des choses. C'est normal, il y a des événements qui viennent avant, tu ne peux pas accuser les gens d'avoir pollué, tu peux pas. Voilà. Par contre, faut pas dire non, critiquer la pollution, c'est pas bien. Parce que qu'il y ait des gens qui critiquent la pollution, c'est dans l'ordre des choses aussi. Qu'il y ait des pouvoirs qui veulent profiter de cela pour amasser encore plus de pouvoir, c'est dans l'ordre des choses. En fait, tout suit l'ordre des choses d'après la pensée de Marc Aurèle. La seule chose qui nous incombe, et en fait ça ne nous incombe même pas, c'est que c'est dans l'ordre des choses que certains d'entre nous vont tomber sur Marc Aurèle, vont lire ses pensées, ou vont d'eux-mêmes émettre une pensée de ce type. Et que du coup, ils prendront ce recul sur le monde. Bon, de toute manière, on est toujours à notre place, mais on veut toujours aussi trouver la place qui devrait être la nôtre. Et tout ça est logique. Tout ça fait partie de ce cosmos dont parle Marc Aurèle. Alors moi, je ne sais pas si ça existe, ce cosmos. Mais je trouve que la pensée de Marc Aurèle, elle est très apaisante. Mais bon, là, c'est étrange parce que je dis la pensée de Marc Aurèle est très apaisante. Mais en fait, cette chose-là, je la filme après tout ce que j'ai dit sur Nietzsche, qui va certainement venir après cela. Parce qu'il me semble que ça fait un meilleur début, cette chose. Donc je dis cela, mais je dis cela peut-être qu'après que mon cerveau ait reçu l'électrochoc de la pensée de Nietzsche, qui elle, pour le coup, n'est pas très apaisante. Enfin, elle est vraiment... c'est difficile d'en parler, mais elle est plutôt tragique et grandiose, plus que apaisante. Bien qu'au final, une des conclusions de Nietzsche rejoint vraiment énormément la pensée stoïcienne. Amor fati. Il ne te reste rien d'autre à faire que l'amor fati. Aimer ce qui t'arrive. Et aimer ce qui t'arrive implique aussi d'aimer ce que tu veux qu'il se produise. Et c'est là que c'est vraiment étrange. C'est pas rester dans la passivité la plus totale. C'est-à-dire que le vouloir faire des choses fait partie des choses qui t'arrivent. Et c'est la chose qui bloque souvent les gens quand ils commencent à comprendre ce que c'est l'absence de libre arbitre.
mais ça ne change absolument rien. Oui, ça change les choses, mais ça change la perception. Allez écouter Penser pour moi-même de Marc Aurèle. Ça prend 1h30 à écouter. Pendant que je suis en train de parler de stoïcisme et d'écologie, je veux dire cette chose aussi que j'ai pensée. C'est que les stoïciens nous parlent de la mort de nos corps, de notre vie, mais ils parlent de la même manière de la mort des villes et des peuples et des civilisations. Et je pense qu'on peut parler de la même manière de la mort des biotopes, des forêts. Mais ça veut dire qu'il faut accepter que les choses meurent. Les choses meurent. Mais accepter que les choses meurent, ça veut pas dire laisser crever les gens. Tu peux aller les aider. Tu peux faire des choses bien, tu peux essayer de les guérir. Mais tu ne dois pas être dans l'illusion que les choses ne vont pas mourir un jour. Ce que je veux dire par là, c'est que la pensée de la mort, qu'elle soit la pensée de la mort des êtres humains, ou la pensée de choses plus, peut-être pas plus complexes, je sais pas, mais d'autres choses, comme les villes, les civilisations, les langues, les mots, tout ce qu'il y a autour de l'oubli, qu'une fois qu'une chose est morte, on finit par l'oublier. Tout ça est valable pour les êtres vivants, les plantes, les espèces, les forêts, les biotopes. Les abeilles, elles pollinisent les fleurs pour avoir du sucre. Oh, il y a un renard. Elles font pas exprès. C'est-à-dire, elles contribuent sans faire exprès à polliniser les fleurs. Que se passerait-il si les abeilles apprenaient à extraire le sucre de la betterave et de la canne à sucre ? Que se passerait-il si les abeilles se mettaient à cultiver des betteraves et des cannes à sucre ? Et c'est ce que nous on fait les humains. Donc je sais pas quel était notre rôle, mais il est possible qu'on ne le joue plus. Exactement comme une abeille qui aurait appris à cultiver de la canne à sucre pour produire son miel, elle ne jouerait plus son rôle de pollinisatrice. Alors j'en sais rien, et je ne porte pas un regard négatif sur l'une ou l'autre des actions, mais je trouve intéressant d'y penser. Que se passerait-il si les plantes, au lieu de recracher l'oxygène dans l'air, se disaient que finalement c'était mieux de le recracher sous la terre ? Je sais pas, sûrement des gros bouleversements. Du coup, quand une espèce de gros mammifères comme nous décide de plus faire caca par terre, mais de faire caca dans de l'eau potable, c'est peut-être normal qu'il y ait des gros bouleversements qui se produisent. Je sais pas. Je dis pas que c'est bien ou mal de faire l'une ou l'autre des choses. Et regardez, il y a un bouleau qui crève de soif. Chaque partie de son corps est à une saison différente. Tout en haut c'est l'hiver, au milieu c'est l'automne, après en dessous il y a l'été, et puis il y a des petites branches qui sont encore en train de bourgeonner. L'arbre c'est l'arbre des 4 saisons, d'un seul coup. Chaque fourmi, chaque fleur de cette prairie, chaque être vivant de cette prairie est la forteresse et le château intime de son être. Il est le centre de son monde, de sa perception. Chacune de ces forteresses sont secrètes au regard des autres forteresses. Chacun de ces êtres est séparé. Ce sont comme le centre du monde et sans le reste comme l'extérieur à lui-même. Chacune de ces choses, chacune de ces fourmis qui se ressent comme le centre du monde est composée d'autres choses, de plus petites choses qui elles-mêmes se ressentent comme le centre du monde. Chaque chose et chaque regroupement de choses forme un nouveau centre, si bien que le centre est absolument partout. Chacun de ces êtres est intégralement secret aux autres. Et ça me donne envie de vous lire un des textes que je trouve les plus beaux. C'est un morceau
de Ainsi parlait Zarathustra. C'est l'un des plus beaux textes, je trouve, l'un des plus tragiques et des plus beaux à la fois, qui parle de cet isolement intégral des êtres. Quelle aimable chose qu'il existe des mots et des sons. Les mots et les sons ne sont-ils pas des arcs-en-ciel et des ponts illusoires entre ce qui est éternellement séparé ? À chaque âme appartient un autre monde. Pour chaque autre âme est un arrière-monde. C'est entre ce qui est le plus semblable que l'apparence fait le plus beau mensonge, car c'est par-dessus les plus petites abîmes qu'il est le plus difficile de tendre un pont. Pour moi, comment y aurait-il un en dehors de moi ? Il n'y a pas d'extérieur, mais cela nous l'oublions en entendant vibrer les sons, et il est doux d'oublier. Non et sons n'ont-ils pas été donnés aux choses pour que l'homme y prenne plaisir ? C'est une douce folie que le langage. Grâce à lui, l'homme passe en dansant sur toutes les choses. Que parler est aimable, et que le mensonge de tous les sons est aimable. Au bruit des sons, notre amour danse sur des arcs-en-ciel multicolores. Ô Zarathustra, dirent alors les animaux, pour ceux qui pensent comme nous, toutes les choses dansent d'elles-mêmes. Tout vient et se tend la main, et rit, et s'enfuit, et revient. Tout s'en va, tout revient. Éternellement roule la roue de l'être. Tout meurt, tout refleurit éternellement, se déroule l'année de l'être. Tout se brise, tout est assemblé de nouveau. Éternellement se bâtit la même maison de l'être. Tout se sépare, tout se retrouve éternellement. L'anneau de l'être reste fidèle à lui-même. À chaque bref instant commence l'être. Autour de chaque ici roule la sphère, là-bas. Le milieu est partout. Le chemin de l'éternité est courbe. Je ne sais pas si ça vaut la peine de dire quelque chose après cela.
J'ai lancé mon livre dans la prairie et je sais plus où je l'ai mis, il est quelque part. Zarathustra, où es-tu? Papillon, est-ce que tu as vu Zarathustra? Il est retourné dans sa grotte. Zarathustra, où es-tu? Où est passé Zarathustra? Il est encore en train de gambader avec son serpent et son aigle. Quelque part, sur la colline. Zarathustra! Ah, Zarathustra! Je t'ai retrouvé, Zarathustra! Espèce de gros tas de mots! Je vais te remettre à ta place, dans ma poche! Moi, je vais retourner courir! Courir! Oh non, j'ai couru si vite qu'une sauterelle est tombée dans la toile d'une araignée. Allez, sors, petite sauterelle. Ah! Blah! Blah, blah!